Si j'ai voulu venir témoigner auprès de vous, les élèves, aujourd'hui, comme beaucoup de jours dans l'année et comme je le fais depuis plusieurs années, c'est d'abord parce que je vous aime. Je ne le ferais pas si je vous aimais pas, les jeunes. Mais c'est surtout parce que ce qui s'est passé pendant la dernière guerre était unique dans l'histoire et il ne faudrait surtout pas que ça revienne. Et nous avons peur que ça revienne. Donc nous sommes obligés de vous mettre en garde, de vous raconter cette histoire terrible. Mes enfants, bonjour et merci d'être tous là. C'est très émouvant pour moi de vous avoir tous réunis. Je pense que vous savez pourquoi je viens. Je vais vous raconter ma propre histoire qui est en marge de la grande histoire, mais c'est notre règle à tous, les témoins. Alors, vous avez étudié la guerre de 39. Mon père, en bon citoyen français, lui, avec l'âge qu'il a, il a un peu plus de 30 ans, il est mobilisé et il se bat comme tous les hommes de son âge. Nous sommes vaincus. C'est la plus épouvantable défaite de toute l'histoire de France. En quelques semaines, nous sommes défaits. Et qui dit défaite, dit prisonnier de guerre. Et là, en 1940, nous avons presque 2 millions d'hommes prisonniers de guerre. À l'époque, la France est moins peuplée que maintenant. Presque 2 millions, ça représente quelque chose d'énorme. C'est vraiment un trou dans les forces vives de la nation. Et mon père fait partie de ces hommes prisonniers de guerre. On les envoie tous en Allemagne, dans des camps de prisonniers de guerre. Ne pas confondre avec des camps de déportés, c'est tout à fait autre chose. Et je vais vous expliquer la différence, qui est un peu difficile, faites très attention. Il existe ce que l'on appelle les conventions de Genève. Ces conventions sont signées entre les belligérants, c'est-à-dire ceux qui se battent, et entre autres choses, ces conventions de Genève disent qu'il faut respecter les prisonniers de guerre. Les respecter, c'est-à-dire les loger, les nourrir, les soigner s'ils sont malades et surtout ne pas les fusiller s'ils s'évadent. On sait très bien qu'un prisonnier n'a qu'une idée en tête, c'est de s'évader. Malheureusement, ils n'ont pas toujours respecté cette clause-là. Mais dans cette convention de Genève, il est dit également que la femme et les enfants du prisonnier de guerre doivent être respectés. Me voilà donc fille de prisonnier de guerre. Me voilà donc respectable et on va voir comment ça sera respecté. Juin 1940. La guerre éclaire et l'avancée fulgurante des Allemands met la France en déroute. Le 17 juin, le maréchal Pétain appelle à cesser le combat. 5 jours plus tard, il signe l'armistice avec les Allemands à Rotonde. Plus de la moitié du territoire français est placé sous occupation et le gouvernement s'installe à Vichy, en zone non occupée. Le maréchal Pétain obtient de l'Assemblée les pleins pouvoirs. La Troisième République disparaît et le gouvernement instaure l'État français. Très vite, il n'y aura plus ni parti politique, ni syndicats, ni journaux autres que ceux créés ou tolérés par le régime de Vichy et l'occupant nazi. Une politique de collaboration est engagée avec l'Allemagne. Ce gouvernement et ce maréchal vont très vite trahir, tout de suite, trahir et collaborer d'une façon effroyable. Tellement collaborer que non seulement ils obéiront aux ordres des nazis, mais souvent ils les devanceront, ils iront plus loin dans l'obéissance. Mais nous, à ce moment-là, comme tous les Français, on y croit, parce qu'on s'est imaginé que Pétain était quelqu'un qui allait nous défendre, et on s'est tous fait avoir dans notre naïveté. Toujours est-il que les gens qui seront pourchassés dans le nord de la France tâcheront de passer cette ligne de démarcation et d'aller vivre dans le sud. Ça sera notre cas à ma mère et à moi. Mais avant, je vis là à Paris avec ma mère,
Et nous allons vivre la vie de ce pays occupé, c'est-à-dire un pays qui a froid, qui a faim et qui a peur. Qui a froid parce qu'à l'époque, on se chauffe au charbon, que nous sommes obligés de fournir notre charbon à l'Allemagne nazie pour que ça s'en aille vers l'Allemagne, que dans chaque famille, on a des tickets de charbon avec des très petites quantités. Dans chaque famille, on a de quoi chauffer une pièce par logement. Une pièce dans laquelle on se tient tous. Les enfants, ils font leurs devoirs, parfois ils dorment, on y fait la cuisine. On ne peut pas faire autrement. Le pays a faim, pourquoi? Parce que tout ce que nous produisons, c'est pareil, nous devons le donner. Nos troupeaux s'en vont vers l'Allemagne, notre blé part vers l'Allemagne, notre vin, tout s'en va. Commence alors une longue période de rationnement pour les Français. L'Allemagne se livre à un véritable pillage économique de la France. Hitler engage ses armées sur de nombreux fronts et ses besoins pour entretenir ses troupes sont énormes. En 1940, l'indemnité d'occupation est fixée à 400 millions de francs par jour. Bientôt, il n'y a plus de produits de première nécessité en vente libre et les cartes de rationnement font leur apparition. Alors, nous nous installons, maman et moi, dans la vie d'un pays occupé. Un pays occupé par des armées nazies, fanatisées, c'est-à-dire que pour qu'elles s'installent vraiment, il faut que la terreur s'installe avec. Il faut bien savoir que dans tous les pays d'Europe qui sont occupés par l'Allemagne nazie, il y a toujours la terreur. Il faut que les populations aient peur. Et c'est comme ça que ça marche, une pareille dictature. On sent cette emprise de cette Allemagne totalitaire. On la sent partout. Par exemple, on n'a jamais le droit de se réunir, de faire un bal. Même pour un mariage, il faut demander la permission. Et puis les villes sont absolument couvertes de drapeaux rouges à croix gammée. Il y en a partout, sur tous les monuments, dans tous les coins, des rues entières. Également, les flèches de direction sont en allemand. Et puis, il y a une autre chose qui est très désagréable, très dure à vivre, ce sont les affichages. Il faut savoir que les murs des villes sont couverts d'affiches, des affiches qui sont toujours en français, mais en allemand aussi, signées par les occupants, et que ces affiches sont de trois sortes. Première sorte, propagande. Vous savez, pendant la dernière guerre, la propagande a été quelque chose d'absolument terrible. Hitler avait un ministre de la propagande qui était effroyable, Goebbels. Et donc ces affiches de propagande nous racontent des tas de choses, nous disent que l'Allemagne est notre amie, bien entendu, pour que nous allions travailler pour elle. Une deuxième sorte d'affiches, des affiches d'ordre. Français, vous ferez ceci, Français, vous ferez cela. Et la troisième sorte d'affiche qui vraiment fait très mal, parce qu'il y a dessus les noms de tous les gens qu'on a fusillés les jours précédents. Alors sortir de chez soi le matin et trouver des affiches avec les noms de tous ceux qu'on a fusillés et leur âge, ça c'est terrible à supporter. De leur côté, la radio, la presse et les organes de communication français diffusent une propagande antisémite. L'exposition « Le Juif et la France » est inaugurée au Palais Berlitz en septembre 1941. Elle est sous-titrée « Rendons la France aux Français, le péril métèque ». Elle présente le Juif comme responsable de la défaite et des malheurs de la France. S'il existe quelques démonstrations individuelles de sympathie envers les Juifs, cette propagande suscite peu de réactions des Français qui soit partagent cet antisémitisme, soit sont accaparés par les difficultés de ravitaillement au quotidien. Le contrôle de la presse et de la radio contribue à cette apathie générale. Donc, maman et moi, nous vivons dans cette ville de Paris qui est occupée, mais pour nous, ça va être encore plus difficile, puisque les hasards de la naissance font que moi, je suis de famille juive. Alors, qu'est-ce que c'est être juif? Quand on est pieux, c'est aller prier Dieu à la synagogue plutôt qu'au temple ou à l'église. Moi, je suis d'une famille qui n'est pas pieuse. Alors, j'apprends que je suis juive et que d'un coup, je vais devenir une paria. Ça va commencer par des persécutions qui ont l'air très simples, qui ne le sont pas en vérité. Nous devons, nous par exemple, les Juifs, aller porter notre poste de radio au commissariat de police. Il faut bien savoir qu'à l'époque, les télévisions n'existent pas, chacun possède dans chaque famille un poste de radio, c'est encore cher à l'époque, branché à l'électricité, toutes les familles n'en ont pas d'ailleurs. Alors les Juifs qui en possèdent doivent aller la porter au commissariat, cette police.
ce que nous faisons. Ça a l'air simple, mais c'est déjà nous mettre un peu en dehors, parce que celui qui ne peut pas entendre les nouvelles est en dehors de ce qui se passe. Il nous est interdit, par exemple, de sortir de notre appartement passé 20 heures. 20 heures, nous sommes consignés chez nous. Nous n'avons plus le droit de fréquenter les marchés, ni de faire nos courses aux heures d'ouverture de magasins. Comment faire? Il faut trouver un voisin assez gentil pour faire son marché pour nous en même temps que le sien, ou un commerçant assez sympathique pour nous passer notre sac par la porte de derrière. Et je dois dire que dès le début, on en trouve. Dès le début, on va trouver des gens assez formidables pour nous aider, des gens révoltés par ce qui nous arrive et qui vont nous aider. Alors, nous n'avons pas le droit de fréquenter les marchés, mais pas seulement les marchés, c'est tous les lieux publics qui nous sont interdits. C'est-à-dire les cinémas, les théâtres, les cafés, les restaurants, les piscines, les stades, même les cabines téléphoniques nous sont interdites puisque c'est public. Les jardins, tous les jardins publics nous sont interdits. Quand je sors de l'école et que je veux aller jouer au square de mon quartier comme j'en avais l'habitude, il y a évidemment cela sur les jardins publics. Parc à jeux interdit aux enfants, réservé aux enfants, interdit aux juifs, et même, quelquefois, il y a écrit interdit aux chiens et aux juifs. Donc mes camarades peuvent aller jouer, pour moi, c'est terminé. Dans le métro, nous sommes obligés de voyager dans le dernier wagon, et encore debout. Et là, dès le début, il y a des gens qui se lèvent et qui viennent se mettre à côté de nous. Ils ne disent pas un mot parce que c'est dangereux, mais de sentir une présence quand on devient un paria dans son propre pays, vous n'imaginez pas comme c'est extraordinaire de sentir quelqu'un qui ne dit rien mais qui veut dire « je suis avec vous ». Un jour arrive l'interdiction de travailler. Là, ça devient évidemment très grave parce que si on ne travaille pas, on ne peut pas se nourrir. Ça permet à l'occupant de nous désigner comme indésirables puisque nous sommes des gens qui ne servent plus à rien. Ensuite, nous devons aller au commissariat de police avec notre carte d'identité. Il fait mettre un gros tampon marqué « juif » en rouge. Allons l'effacer, ce tampon rouge. Les autorités s'en aperçoivent, il faut retourner au commissariat et là on va nous mettre un tampon marqué juif avec des petits trous. Donc on met la carte comme ça, on voit écrit juif, plus moyen de falsifier. Le marquage des cartes d'identité fait partie d'une série de mesures prises à l'encontre des Juifs entre 1940 et 1942, soit à l'initiative du gouvernement de Vichy, soit sur décision des autorités allemandes. En septembre 1940, les naturalisations sont revues et plus de 6300 Juifs sont déchus de leur nationalité française. Puis, pour la première fois dans le pays des droits de l'homme, des lois raciales sont promulguées. Un premier statut des Juifs est établi dès octobre 1940. Il instaure un régime d'exception permettant de mettre les Juifs à l'écart de la communauté nationale. Est considéré comme juif toute personne qui a 2 grands-parents juifs ou 3 grands-parents juifs si le conjoint ne l'est pas. Un recensement est organisé en zone occupée en octobre 40, puis en zone non occupée en juin 1941. Confiants, les gens vont se déclarer dans les commissariats pour rester dans la légalité. Ces listes permettront plus tard les arrestations et les déportations. Les entreprises juives sont mises sous tutelle et données en gestion à des non-juifs. Tous les juifs sont successivement exclus du gouvernement, de la fonction publique, de l'enseignement, des professions libérales, des métiers de la presse et du cinéma. Les premières rafles ont lieu en 1941. 8700 hommes sont internés dans des camps français. Et puis, il va arriver une persécution qui est terrible, celle-là. Je pense que vous en avez peut-être déjà vu en photo, en dessin, mais jamais en vrai, et je vous l'ai apporté. Voilà. Ceci est la fameuse étoile juive. C'est mon étoile. Je suis allée à l'école à l'âge de 8 ans avec. Quand le décret paraît,
nous devons aller la chercher. Nous avons fait la queue longtemps à la préfecture. Nous avons dû la payer. Nous avons donné de nos précieux tickets de textile. Ça sera ça en moins pour s'habiller. Et c'est à partir de l'âge de 6 ans que nous devons la porter. Moi, donc, j'ai 8 ans à ce moment-là. Il est obligatoire de l'avoir bien cousue. Les policiers passent et vérifient si elle est bien cousue. Si elle n'est pas bien cousue ou simplement pressionnée ou épinglée, on nous emmène à la police. Alors, j'avais prévenu mes petites amies à l'école. Je leur avais dit, lundi prochain, je ne serai plus comme vous. Qu'est-ce qu'il y aura? Vous le verrez, ce sera écrit sur ma poitrine. Donc, je me présente à l'école avec mon étoile. Et là, la directrice a réuni toutes les filles dans le préau. Je dis filles parce qu'à l'époque, les écoles ne sont pas mixtes. La directrice a réuni toutes les filles dans le préau et devant toutes les filles, elle m'embrasse. Et ça, je dis que c'est un acte de résistance parce qu'elle aurait pu être dénoncée. Et que embrasser une petite fille juive qui porte son étoile, ça lui fait risquer de perdre son poste, mais même d'aller en prison. Et pourtant, elle le fait. Les filles ont été formidables avec moi. Je dis, et j'espère que vous êtes de mon avis, que les enfants ne sont pas racistes. Les enfants le deviennent s'ils ont des parents racistes, s'ils ont des professeurs racistes, s'ils vivent dans une société raciste. De même, ils ne le sont pas. Et les enfants ont tous été merveilleux avec moi. Il y a 2 filles seulement qui m'ont pincé jusqu'au sang en me traitant de sale juive, et nous avons su plus tard qu'elles étaient filles de collaborateurs. Mais les autres ont été merveilleuses avec moi. Cela dit, il n'est pas facile de vivre avec cette étoile. Et puis, on commence à arrêter de temps en temps des gosses qui sortent de l'école avec ça. La police les attend, les emmène au commissariat. On ne prévient pas les parents s'inquiètent, passe au commissariat, notre enfant n'est pas rentré, que se passe-t-il? Eh bien, vous êtes tombé dans le piège, vous voilà arrêté aussi. Or, nous nous apercevons d'une chose, c'est que lorsque les gens sont arrêtés, on ne les revoit jamais. Également, lorsque les gens sont arrêtés, on envoie immédiatement des camions pour vider leur appartement. Tout ce que des familles juives arrêtées possèdent est mis dans les camions, et je vous assure que c'est bien fait, c'est jusqu'aux douilles des lampes. Il ne reste rien dans l'appartement, tout part vers l'Allemagne. De temps en temps, malheureusement, les gens du gouvernement de Vichy se servent, et il y a des photos où on les voit riant, portant qui un miroir, qui un fauteuil. C'est comme ça. Pour la population juive de France, les menaces se font de plus en plus précises. Privés d'emploi, dépossédés de leurs biens, leur vie quotidienne devient impossible. Arrestations et rafles se multiplient. Dans ce contexte, la zone non occupée est perçue comme un refuge possible malgré la législation antisémite de Vichy, et certains tentent à tout prix de franchir la ligne de démarcation. Mon père, dans son camp de prisonniers, est au courant de ce qui se passe. Il se dit, ma femme et ma fille ne sont pas en sécurité à Paris. Il faut absolument qu'elles franchissent cette ligne de démarcation qui coupe la France en deux et qu'elles aillent retrouver le frère de mon père, mon oncle, donc ma tante et mes cousines qui vivent, eux, dans le sud de la France. Que faut-il pour quitter Paris quand on porte l'étoile, qu'on est juif? Il nous faut d'abord un fabricant de faux papiers, puisqu'il faut bien que nous ayons des papiers qui ne sont pas tamponnés juifs. Alors, ma mère trouve un fabricant de faux papiers. Il faut également trouver un passeur pour vous faire passer cette fameuse ligne de démarcation qui est comme une frontière qui coupe le pays en deux, gardée sans arrêt par des patrouilles armées avec des chiens, et puis des miradors et des lumières, et des barbelés, bien entendu. Alors, on en trouve un aussi, et on nous a dit il faut passer par La Rochefoucauld, c'est une petite ville au centre de la France. Elle n'a pas encore été occupée. Vous descendrez du train, vous traverserez la place de la gare et de l'autre côté de la place, vous trouverez votre passeur. On nous décrit comment il est, on nous donne son nom, etc. Bien. Nous partons, maman et moi, et avant, nous nous sommes arrêtés
chez une amie qui est résistante, chez laquelle nous avons décousu nos étoiles l'une comme l'autre. Elle les avait précieusement gardées, c'est comme ça que nous avons retrouvé ce triste souvenir, et nous prenons le train. Et ma mère m'avait dit, à ce moment-là, j'ai 8 ans et demi, nous avons attendu la fin de l'année scolaire, ma mère m'avait dit ce que je vous ai expliqué au début, c'est-à-dire la Convention de Genève. Elle m'avait dit, si par malheur nous sommes arrêtés et qu'on t'interroge et qu'on te demande si tu es juive, surtout tu dis que non, sinon tu te retrouveras en prison, et dis bien que papa est prisonnier de guerre, cela peut te sauver la vie. Donc j'ai bien mis ça dans ma petite tête de 8 ans et demi. Arrivé à La Rochefoucauld, nous descendons du train et le quai est couvert de troupes armées. Elles sont arrivées pendant la nuit, on n'a pas eu le temps de nous le dire. Contrôle des voyageurs. On nous met de côté avec d'autres personnes. Est-ce que nos faux papiers sont mal faits? Est-ce que notre cœur bat si fort que ça se voit? Est-ce que nous avons été dénoncés comme on s'en est peut-être douté? Est-ce qu'il y a des tas de raisons? Toujours est-il que lorsque tout le train a été contrôlé, on nous emmène à la commandanture. La commandanture, c'est un bureau militaire. C'est là que sont les officiers supérieurs d'une région occupée. C'est de là donc que partent tous les ordres pour cette région occupée. Et c'est quelquefois là que les interrogatoires commencent. Je suis donc amené à la commandanture, où il y a là des officiers et des soldats de la Wehrmacht, c'est-à-dire pas du tout de la Gestapo, parce qu'on a quelquefois dit, même souvent, que la Gestapo était horrible, mais pas la Wehrmacht, c'était l'armée de métier bien propre, etc. C'est pas vrai, la Wehrmacht a fait comme les autres, comme la Gestapo. Et je suis donc amené dans cette commandanture, et immédiatement, on me sépare de maman. On la met dans une pièce, moi dans une autre, et je suis gardé par un soldat armé avec un chien. Je me souviens que ce chien était très grand, qu'il se tenait debout, il était plus haut que moi. Là va commencer ma peur des chiens. Vous savez que la plupart des déportés ont peur des chiens parce que nous sommes gardés dans les camps par des chiens dressés à cet effet, qui sont des bêtes fauves, littéralement. Alors j'entends qu'on commence à interroger maman et je l'entends qui crie « Non, 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 je ne suis pas juive !» Ça va durer un petit moment. Et puis, au bout d'un moment, ça sera à moi. Je vais donc passer devant une table, et derrière cette table, il y a des militaires. Et je me souviens qu'il y avait 2 revolvers posés, et en bout de table, il y a un militaire qui a une machine à écrire, et qui va, comme pour un bandit de grand chemin, taper tout ce que je vais déclarer. Ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton adresse, ton père, son métier, tu es juive. Non, monsieur, je ne suis pas juive et papa est prisonnier de guerre. Tu es juive? Tu voulais filer de l'autre côté de la ligne? Non, non, monsieur, j'allais pas filer, j'allais en vacances chez mes cousins qui sont là. Tu es juive, tu voulais ficher le camp de l'autre côté, nous te le ferons dire. Ça a duré un petit moment un peu long. Et il y en avait 2 particulièrement plus interrogateurs que les autres. Un qui était très brutal, qui criait « Ordure! Salope! Tu vas nous l'avouer que tu es une cochonnerie de juive !» Et puis l'autre « Allons, petite, dis-le donc. On te fera pas de mal si tu le dis, tu vois, on te fera pas de mal si tu le dis, mais si tu ne le dis pas... » Alors là aussi, ça a duré un petit moment. Non, non, monsieur, je ne mens pas, je vous assure que je ne mens pas. Papa est prisonnier de guerre et je ne suis pas juive. Et puis au bout d'un moment, la porte s'est ouverte et j'ai vu maman apparaître. Alors on dira qu'elle avait le visage un petit peu moins lisse qu'avant d'entrer dans cette pièce. L'Allemand me montre et dit « Vous la voyez, l'enfant? Alors vous avouez, ou vous pouvez lui dire au revoir pour toujours. » Qu'est-ce que ça fait, une maman? Oui, monsieur, nous sommes juives. Bon, ça y est, elles ont avoué, à la prison. Et nous partons à la prison de La Rochefoucauld. Au bout de quelques jours de La Rochefoucauld, on m'emmène à la prison d'Angoulême. Angoulême, c'est une vraie prison, avec des hauts murs, des tourelles, avec des gardiens. J'ai 8 ans et demi, je suis en cellule. Et dans ma cellule,
Il y a un bébé de 10 mois, mais comme il est juif, il y est aussi. C'est une cellule qui est là pour 2 personnes, puisqu'il y a 2 paillasses. Nous serons 11 dedans. Cette prison est d'un côté avec le quartier des femmes et de l'autre le quartier des hommes. Eh bien, venant du quartier des hommes, on entend chanter. Et ces hommes-là, nous le saurons longtemps, longtemps plus tard, qui sont des résistants en pleine séance de torture, ces hommes-là trouvent le courage, la force de chanter pour nous, des femmes et enfants incarcérés. Ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier, tout de même mieux. Alors, après la prison d'Angoulême, on m'emmène au camp de Poitiers. Entre 1939 et 1945, on dénombre plus de 200 camps d'internement en France. Ils témoignent de la participation de l'État français à la politique de l'occupant. Environ 2800 personnes, essentiellement des tziganes et des juifs, séjournent au camp de Poitiers. Il est administré par des Français, sous contrôle des autorités allemandes. Les conditions sanitaires y sont particulièrement désastreuses. C'est mon premier camp. C'est un camp séparé en 2. D'un côté les juifs, de l'autre les tziganes qu'on arrête par familles entières. C'est un camp très sale, avec de la paille souillée par terre. Nous dormons dans cette paille souillée. Il y a des rats. C'est plein de rats, le camp de Poitiers. Et les rats nous passent quand nous dormons sur le visage. Ce n'est pas sympathique du tout, un rat qui vous court sur le visage. Et même un jour, on trouve un rat dans la bassine de soupe. Après le camp de Poitiers, on m'emmène au camp de Drancy. Drancy, c'est au nord-est de Paris. Ce sont des sortes de HLM, vous savez tous ce que c'est que des HLM, qui ont été construites dans les années 30. On n'a pas eu le temps de les terminer avant le début de la guerre. Drancy, c'est sale. C'est là qu'on va commencer à avoir des puces et des punaises. Il y a un robinet pour 50, 100, des fois 200. C'est là qu'on va commencer à avoir faim, d'ailleurs. Nous sommes gardés par des gendarmes français, envoyés par le gouvernement de Vichy. C'est là que je vais connaître les débuts de la promiscuité. Dans les camps, on vit dans une promiscuité terrible. Qu'est-ce que c'est la promiscuité? C'est le fait d'être toujours en groupe pour les moments les plus intimes. Et je m'explique. Au bout du camp de Drancy, il y a une sorte de baraque rouge. Ce sont les latrines. On ne peut pas dire des toilettes, c'est trop beau. Des latrines, c'est-à-dire un gros trou avec quelques planches autour. Et c'est là qu'on va pour faire ses besoins. Or, ces latrines, on y va au début à 40, gardés par des gendarmes, les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes. C'est ça la promiscuité. C'est en janvier 1942, à Wannsee, que les dirigeants nazis planifient la solution finale. Le programme d'extermination de tous les juifs d'Europe. Les Allemands prévoient la déportation de 100 000 juifs de France pour l'année 1942, mais ne disposent pas de forces de police suffisantes pour procéder à des arrestations aussi massives. La responsabilité du gouvernement de Vichy est alors déterminante dans la mise en œuvre de la déportation. Vichy garantit l'aide active de la France pour mener à bien les arrestations. Sous les ordres du Premier ministre Pierre Laval, du chef de la police française René Bousquet, assisté de Jean Leguet, et du responsable du commissariat aux questions juives, Xavier Darquier de Pellepoix, des milliers de gendarmes et de policiers français sont chargés de la rafle du Veldiv les 16 et 17 juillet 1942. Ils arrêtent près de 13 000 juifs, dont plus de 4 000 enfants, pourtant non réclamés par les Allemands. Les célibataires et les couples sans enfants sont envoyés à Drancy et déportés. Les familles avec enfants sont parquées plusieurs jours dans le vélodrome d'hiver avant d'être entassés dans les camps du Loiret. Les hommes sont déportés au bout de quelques jours. Puis vient le tour des femmes. On les arrache à leurs enfants à coups de crosse. Les enfants, dont la moitié a moins de 6 ans, restent seuls, livrés à eux-mêmes. En août, ils sont 3500 à quitter les camps du Loiret pour Drancy. Ils sont déportés à Auschwitz et sont tous gazés dès leur arrivée. Je vais voir arriver là, au camp de Drancy, des milliers, je dis bien des milliers, car il y en aura effectivement des milliers, d'enfants blessés, parce qu'ils auront été blessés par les crosses de fusil.
Ils seront sales parce qu'ils n'auront pas été lavés depuis qu'on leur a pris leur mère. Ils seront parfois hébétés parce qu'ils ont souffert d'une telle manière qu'ils ne savent même plus leur nom, leur âge, la ville d'où ils viennent. Ils sont parfois attachés par famille, frères et sœurs, attachés par des ficelles, par le cou. Je dis bien attachés avec des ficelles par le cou. C'est abominable de voir ces troupeaux d'enfants hébétés, hagards. Ils ont parfois des griffes sur les bras. C'est le plein été, donc ils ont des bras nus. Et ces griffes, qu'est-ce que c'est? Ce sont les mères, quand elles sont devenues folles parce qu'on leur prenait leurs enfants, elles ont quelquefois planté leurs ongles en se disant « là, on ne me le prendra pas ». Mais si, on a tiré. Et je vois ces enfants qui partent. Nous ne savons pas encore pour où. Nous avons bien compris que c'est vers l'Est. L'Est, c'est l'Allemagne. Et moi, j'ai peur, mais j'ai peur. Et je me jette dans les bras de maman en criant « mais pas moi, ça ne va pas m'arriver à moi aussi, ça ». Non, pas moi. Pourquoi? Parce qu'à ce moment précis, été 1942, les Allemands décident, pour la propagande, de dire « nous arrêtons tous les Juifs, c'est notre politique, mais ceux-là, femmes et enfants de prisonniers de guerre, étant préservés par la Convention de Genève, vous voyez comme nous sommes des gens bien, nous respectons la Convention de Genève. Donc on va leur donner le statut d'otage non déportable. » Donc l'été 1942, on me donne le statut d'otage non déportable. Et je vais voir passer ces milliers d'enfants. Ce sera, comme je vous l'ai dit, un souvenir indélébile. Et nous savons plus tard ce qu'ils sont devenus. De Drancy, on m'emmène au camp de Pithiviers, un très grand camp dans le Loiret qui va petit à petit se remplir. Je vais y voir un vieil oncle qui pourtant avait fait Verdun et qui croyait en son chef, le maréchal Pétain. Il a été naïf comme nous tous. Il y aura à Pithiviers une immense déportation, le camp se videra. Alors du camp de Pithiviers, on m'emmène au camp de Beaune-la-Rolande. Là, je vais vous décrire ce que c'est qu'un transport, parce que ça fait partie de toute l'idéologie nazie. Il faut bien comprendre que Hitler a créé ce qu'il appelle la race des seigneurs, et que tous ceux qui ne font pas partie de la race des seigneurs, Untermenschen, sous-hommes, doivent donc le devenir des sous-hommes. C'est-à-dire qu'on va leur appliquer ce qu'on appellera la déshumanisation. Et le voyage, le transport, sera la première étape de la déshumanisation. C'est-à-dire que tout interné, tout déporté, sera transporté en wagon à bestiaux. Vous avez tous déjà vu ces wagons rouges sur des voies de garage, sauf que maintenant ils sont en métal, à l'époque ils sont en bois. On nous fait monter dans ces wagons-là. Il n'y a pas toujours une rampe pour y grimper, c'est très haut. Et les enfants et les vieillards, on nous jette dedans, on nous tasse dans ces wagons. 80, 90, 100. Quand on arrive à des chiffres pareils, il y a des caches thoraciques enfoncées avant même le début du départ. Dans le wagon à bestiaux, l'été, on a horriblement chaud, l'hiver, horriblement froid. On est dans le noir parce que les petites fenêtres, vous remarquerez sur la voie de garage, les petites fenêtres qu'on laisse ouvertes pour les bestiaux, pour nous, on les ferme. Donc nous sommes dans le noir. On a peur parce qu'on ne sait pas où on nous emmène, on ne sait jamais où on nous emmène. Que les seuls bruits qu'on ait entendus, ce sont les aboiements des chiens, qui étaient d'ailleurs là pour nous mordre les mollets et nous faire monter dans les wagons. Les autres bruits, ce sont les bruits des armes et ce sont les éclats de voix, souvent en allemand, les insultes entre autres. Dans le wagon à bestiaux, on n'a ni à boire ni à manger. Et avant de démarrer, on va glisser une tinette, c'est-à-dire une sorte de gros bidon destiné aux besoins. Et puis on tire la lourde porte, on tourne cet énorme verrou et on plombe pour que nous ne puissions pas nous évader. Un train de wagon à bestiaux, ça gêne le trafic normal. Quand ça gêne, on le met sur une voie de garage. Il peut y rester des heures, des jours. On a vu des transports vers l'Allemagne qui restaient quelquefois 5 jours, 6 jours, 8 jours. Autant vous dire que lorsqu'on arrivait, il y en avait une bonne partie qui étaient morts. Alors, quand on arrive à destination, qu'on déplombe, qu'on déverrouille et qu'on tire cette lourde porte et qu'on regarde dedans, je dis que c'est déjà un crime contre l'humanité, parce qu'il y en a qui sont devenus fous,
et il y en a déjà qui sont morts. Car que se passe-t-il dans ce wagon à bestiaux quand on est bloqué pendant des heures? Eh bien, la tinette, elle déborde. L'animal, il vit dans sa bouse. L'interné, le déporté, aussi, c'est devenu un animal. Quand je suis arrivée à Beaune-la-Rolande, entre Pithiviers et Beaune-la-Rolande, si vous prenez une carte, vous regarderez, il y a 18 kilomètres. Dans le noir, sans boire, sans manger, avec la tinette qui déborde, les 18 kilomètres, je les ai parcourus en 24 heures. 24 heures. Nous en sommes recouverts jusque-là. Nous sommes déjà un peu des animaux. Entre 1941 et 1943, plus de 18 000 Juifs sont internés dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, tout près d'Orléans. Les camps du Loiret, qui comptent aussi celui de Jargeau pour les Tziganes, sont placés sous l'autorité du préfet chargé de faire appliquer les lois du gouvernement de Vichy. La garde de ces camps est assurée par des gendarmes et des douaniers français. Ce camp de Beaune-la-Rolande, je vais y être à la fin 42, début 43, c'est-à-dire l'époque où les Allemands vont franchir la ligne de démarcation. Elle ne va plus exister, cette ligne. Toute la France sera occupée jusqu'à la Méditerranée. À partir de cette époque-là, tous les gens qui s'étaient réfugiés, croyant être protégés par Vichy, seront au contraire livrés par Vichy. Et à Vichy, on va créer une milice qui torture aussi bien que la Gestapo, si ce n'est mieux, parce que quelquefois les gens torturés par la milice arrivent mutilés dans les camps. Et en plus, cette milice a plus de facilité pour arrêter les gens, puisqu'elle parle français. Pour arrêter des gens qui parlent français, c'est quand même mieux que la Gestapo qui parle allemand. Donc ce camp de Beaune-la-Rolande va se remplir. J'y verrai, là aussi, passer un ou deux amis de mes parents. Mais il va se remplir d'un tas d'adultes qui verront ces quelques gosses et qui se diront, car on a toujours le bon moral, vous voyez, en 43 encore, la liberté c'est pour demain, les Alliés vont débarquer, la guerre va se terminer, et ces gosses qui sont là, il faut qu'ils puissent retourner à l'école, sur les bancs de leurs camarades. Et tous ces gens qui sont là vont faire ce qu'ils peuvent pour nous apporter quelque chose, pour remplir nos têtes, nous, petits enfants qui n'allons plus à l'école. Ils vont nous transmettre tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils ont en tête. Ce ne sont pas forcément des professeurs, pas du tout. Il y a de tout. Mais ils nous transmettront ce qu'ils savent. Ça peut être une fable de La Fontaine, ça peut être une chanson, ça peut être un petit chapitre d'histoire, de sciences, de géographie, n'importe quoi. Alors je vais passer presque un an à Beaune-la-Rolande avec mon statut d'otage non déportable. Et puis un jour, le camp sera entièrement vidé et on me ramène au camp de Drancy. Alors, vous pensez à votre papa qui fait 120 km au volant de sa voiture en 1 heure. Entre le camp de Beaune-la-Rolande et le camp de Drancy, il y a 120 km dans le wagon à bestiaux, dans le noir, sans boire, sans manger, avec la tinette qui déborde. 48 heures. 120 km, 48 heures. Autant vous dire que lorsque j'arrive à Drancy, avec mes jambes souillées de merde, il faut dire les choses comme elles sont, je ne ressemble surtout qu'à ce moment-là, j'ai les cheveux coupés très très courts, presque ras, parce que j'avais de l'impétigo à cause de la saleté. Eh bien, je ne ressemble plus beaucoup à la petite fille qui a été arrêtée l'année d'avant. Me voilà donc de retour à Drancy. Drancy, en banlieue parisienne, est l'un des camps d'internement les plus importants de France, notamment pour les Juifs. D'abord sous administration française, il est placé sous contrôle allemand à partir de juillet 1943. Drancy est l'antichambre de la mort, le symbole de la persécution contre les Juifs de France. C'est de là que partent la plupart des trains de déportés vers l'Est, notamment vers Auschwitz. Au total, 77 convois quittent la France vers les camps d'extermination et de concentration, soit près de 162 000 personnes, dont 76 000 juifs. 11 000 enfants sont parmi eux. Dans la communauté juive, moins de 3% seulement en reviendront. Alors, à Drancy, je vais également
y rester 1 an avec mon statut d'otage non déportable. Drancy, c'est une ville. Il y a toujours 4 à 5 000 habitants. Ce qu'on ne dit pas pour la propagande, bien entendu, c'est qu'il y a des caves, que dans ces caves, il y a des cachots, et que l'on torture dans les cachots. Je les ai visités, ces cachots, ils existent encore. Il y a au mur encore des graffitis de gens qui étaient dedans. Il se passe des choses terribles à Drancy. Par exemple, le chef de camp, Aloïs Brunner, fait venir un interné dans son bureau. Et il lui dit, toi, aujourd'hui, tu es libre. Tu t'en vas toute la journée à Paris te promener. Comment? Oui, oui, tu vas te promener à Paris toute la journée. Et ce soir, tu ne reviens pas seul. Tu reviens avec une famille de juifs qui s'était cachée, que tu as arrêté toi-même. Et si tu reviens bredouille, eh bien, c'est ta famille qu'on déporte immédiatement. Et puis toi, tu vas dans les cachots pour qu'on te fasse dire où tu connais des juifs cachés. Voilà comment ça se passe. Je vais passer 1 an à Drancy à voir partir tout ce qu'on aura pu arrêter de juifs dans toute la France. Je verrai partir des vieillards grabataires, on les ficelle sur des brancards et hop, dans le wagon à bestiaux. Je verrai partir des gens sortant de l'hôpital, opérés avec des plaies qui ne sont pas fermées. Je l'ai vu, on les ficelle sur des brancards dans le wagon à bestiaux. Ce qui fait que de temps en temps, une jeune mère avec son petit bébé a des prémonitions et se dit « c'est pas possible, ce n'est pas pour nous envoyer travailler dans des camps qui ressemblent à des colonies de vacances, c'est pour nous tuer de temps en temps. Si j'arrive à cacher mon bébé, peut-être que quelqu'un arrivera à le récupérer, l'élèvera, le sauvera. » Alors de temps en temps, il y a une jeune mère qui cache son bébé. Mais l'administration est parfaite. Une liste de 1000 noms, c'est 1000. Et on cherchera partout, jusqu'à ce qu'on trouve le bébé. Le train ne partira pas sans le bébé. On le retrouve des fois caché au fond de la paille. Et il part. Pendant 1 an, je vais voir partir tout ce monde-là, moi, avec mon statut d'otage non déportable. Nous finirons par faire un petit groupe, presque 80 enfants et environ 200 femmes de prisonniers de guerre. Et puis au bout d'1 an, on décide quand même de nous déporter. Mais comme nous sommes des otages, malheureusement c'est un mot que vous connaissez encore, un otage c'est une marchandise, c'est une monnaie d'échange. Il faut un petit peu le préserver cet otage si on veut l'échanger contre quelque chose. Donc nous allons partir d'une façon différente et dans un camp un petit peu différent. Je vais vous l'expliquer. En février 1943, le gouvernement du Troisième Reich décide, sous l'impulsion de Himmler, de constituer un groupe de juifs pouvant servir d'otages. Ils sont réunis dans une partie du camp de concentration de Bergen-Belsen. Parmi eux, 280 femmes et enfants de prisonniers de guerre français. Nous voilà en Allemagne. Moi, j'arrive dans le camp de Bergen-Belsen. C'est un camp de concentration qui sera un petit peu moins dur que les autres puisque j'y suis comme otage et je vais vous expliquer. Mais enfin, en général, la vie est la même dans tous les camps de concentration. En Allemagne, il y a, en gros, parce que si je donnais tous les détails, il y en a beaucoup trop, mais en gros, 2 sortes de camps. Les camps d'extermination, les camps de concentration. Il y a toujours la mort au bout, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on devient Untermensch, sous-homme, on est ce qu'on appelle indigne de vivre. Du moment qu'on est indigne de vivre, cela veut dire qu'on peut nous tuer. Alors, les camps d'extermination, le plus célèbre, celui qui deviendra symbolique parce que c'est probablement là qu'on a tué le plus de monde, c'est Auschwitz. Mais il n'y a pas qu'Auschwitz comme camp d'extermination. Il y a Sobibor, Majdanek, Chelmno, Treblinka, des quantités. Un camp d'extermination, il a des chambres à gaz et des fours crématoires pour ensuite brûler les cadavres des gens qui auront été asphyxiés dans les chambres à gaz.
Il ne faut pas vous imaginer qu'une chambre à gaz, c'est grand comme une chambre à coucher. Non, on tasse les gens là-dedans. Une chambre à gaz normale, on peut tuer d'un coup 500 personnes. Alors après, donc, on brûle les cadavres. Et il faut bien savoir, et ça je tiens à ce qu'on le sache, il y a quelquefois des encombrements à la chambre à gaz et au four crématoire ensuite. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive des transports de plusieurs pays en même temps, la chambre à gaz et le four crématoire n'arrivent pas à fournir assez. Ce qui fait que quelquefois, les gens qui sont promis au gaz, on les fait attendre 3, 4 jours nus en attendant leur mort. Et pour aller plus vite, pour brûler les cadavres, on prendra, ça c'est épouvantable, les petits bébés et les enfants très jeunes, on les met dans des camions à benne. Ces camions les amèneront près de ce qu'on appelle des fosses d'incinération, où on brûle les cadavres quand les fours crématoires sont trop occupés. Et dans ces fosses d'incinération, on jettera vivants les bébés et les petits-enfants. Il faut bien savoir que ça s'est passé comme ça. On les a brûlés vifs. Les camps de concentration, ils ont toujours des fours crématoires parce qu'il y aura tellement de morts qu'il faudra bien brûler les cadavres là aussi, mais ils n'ont pas de chambre à gaz. Alors le plus célèbre, c'est Ravensbrück pour les femmes, c'est un très grand camp. Tout à fait à la fin, on lui rajoutera quand même une petite chambre à gaz. Buchenwald, tout à fait à la fin aussi, il y aura une chambre à gaz, ça c'est un camp d'hommes. Il y aura Dachau, Dora, Mauthausen, Struthof, des quantités, il y en a partout. En Europe, près de 10 millions de personnes furent déportées dans ces camps de concentration et d'extermination. Plus de 8 personnes sur 10 n'en reviendront jamais. Un camp de concentration, donc, il a des fours crématoires et surtout, il a des camps annexes qu'on appelle des commandos de travail et où les déportés vont travailler tous les jours. Les grands camps de concentration auront parfois jusqu'à 100, même plus, petits commandos de travail. Et les déportés, qui sont réduits à l'état d'esclaves, vont donc travailler là tous les jours. Ils y travailleront jusqu'à ce que mort s'ensuive, parce qu'ils sont Untermenschen, indignes de vivre. On les mettra à des chantiers les plus durs qu'on puisse imaginer, les hommes comme les femmes. Des carrières où on leur fera débiter des pierres trop lourdes, trop grosses pour eux, ils mourront écrasés sous leurs pierres. Des mines à une cadence terrible, des déblaiements, des wagonnets qu'il faudra pousser qui sont trop lourds pour eux, pour des gens qui ne seront pas nourris, je vais vous en parler, et si maltraités. Les chantiers dans les camps annexes sont terriblement durs pour tous ces gens, et ça expliquera cette mortalité terrible aussi. Il est rare, très rare, qu'on se sorte d'un camp de concentration passé 40 ans. Ceux qui s'en sont tirés étaient des jeunes dans la force de l'âge. Et parmi les travaux épouvantables que feront les déportés esclaves, épouvantables même moralement, ce sera les usines d'armement. Il est terrible de penser qu'on envoie ces esclaves résistants travailler, fabriquer les armes qui sont faites pour tuer ceux qui doivent venir nous libérer. Les V1 et les V2 qui vont bombarder Londres et tout le sud de l'Angleterre seront fabriqués par des déportés esclaves. Et tous les obus, tout ce qui est fait pour abattre les Alliés venus nous libérer seront faits par des déportés esclaves. Alors ces gens-là ont évidemment l'esprit de résistance en eux. Ils vont de temps en temps saboter, même le plus souvent qu'ils pourront. Et quand les sabotages seront repérés par les gardiens, ils seront punis de mort par torture en public, toujours en public, parce que je vous ai expliqué, c'est un régime de terreur, il faut qu'on ait toujours peur partout et tout le temps. Donc ils seront tués, torturés en public et pendus. Ils sont pendus, d'ailleurs il faut dire qu'à l'entrée et à la sortie des grands camps, il y a des potences
avec toujours des pendus, ce qui fait qu'on passe devant pour aller au travail et pour y revenir. Et on sait soi-même que si on fait une bêtise un jour, on risque de se retrouver le lendemain soi-même au bout de la corde. Qui dirige et à qui appartiennent les camps de concentration? Ils appartiennent aux SS. La SS, c'est une arme d'élite, entre guillemets, et les SS de camp ont été formés spécialement pour les camps. C'est ce qu'on appelle les SS tête de mort, comme ça on sait bien à qui on a affaire. Ils ont une tête de mort sur la casquette et une tête de mort sur le revers de la veste. Ils seront formés spécialement pour ça. On les emmènera dans un complexe du côté de Berlin qui s'appelle Oranienburg-Sachsenhausen. Il y a déjà là un terrain de plus de 20 hectares pour former les chiens de camp, ces chiens féroces dont nous avons tellement peur. Mais on va y former aussi les gardiens de camp, les SS. Ce seront des garçons, je dis garçons parce que les filles, il y en a peu, ce sont des auxiliaires SS. Le système nazi fait peu de cas des femmes. Les femmes, elles sont là pour se taire et enfanter des guerriers. Ces jeunes SS de camp sont des volontaires. Ils ont entre 18 et 25 ans. Ils sont à l'exercice toute la journée. Quand ils rentrent le soir dans la chambrée, ils n'ont donc pas d'affection puisque la famille est au loin. Alors gentiment, on va leur donner à chacun un petit chat. C'est sympathique lorsqu'on a 20 ans d'avoir un petit chat qui vous attend le soir dans la chambrée. Au bout de quelques semaines, on leur distribuera à chacun un couteau et ils doivent égorger leur chat. S'ils sont capables d'égorger leur propre chat, on les garde pour une formation un peu plus forte encore. S'ils n'en sont pas capables, on les envoie sur le front russe se battre. Donc vous voyez que les jeunes garçons qu'on envoie comme SS de camp, ils sont capables de donner la mort sans jamais, jamais un seul regret. Ils doivent être capables de donner la mort de quelque manière que ce soit, à coups de bottes s'il le faut. Ils ont un bel uniforme et de belles bottes, effectivement, et toujours un fouet à la main. Alors, qui aide les SS dans les camps? Ils ont besoin d'être aidés, bien sûr. Pensez d'un travail. Alors là, autre perversité du nazisme, on va vider les prisons de leurs droits communs, c'est-à-dire des violeurs, des braqueurs, des assassins, des gens condamnés à des peines de 30-40 ans perpétuité. Ce sont ces gens-là qu'on va sortir des prisons, qu'on amènera dans les camps de concentration. Ils seront ce qu'on appelle les capots, le fameux triangle vert. Et c'est pareil, ils auront le droit de vie ou de mort sur les déportés. Ils auront à la main le goumi. Ce goumi, c'est une sorte de grosse matraque en cuir avec des cailloux dedans, un bon coup bien asséné, on ne se relève pas toujours. Ces capots seront évidemment cruels, d'autant plus que plus ils tueront de gens, plus ils auront la nourriture de ces gens qu'ils tuent. Je vais vous expliquer, de la nourriture en plus d'ailleurs pour les récompenser. Il arrive parfois qu'on leur dise si tu fais bien ton travail, si tu en tues beaucoup, peut-être qu'on t'enlèvera 4-5 ans à ta condamnation. Alors vous pensez qu'ils n'ont pas à se retenir. Ce sont eux qui nous commandent pour le suivi quotidien, pour la distribution de soupe, pour le départ au commando de travail. Je vais revenir à la déshumanisation. Cette déshumanisation qui doit faire de nous des Untermenschen. Je vous ai dit déjà le transport, où lorsqu'on arrive, on est usé par ce transport déjà quand on n'est pas mort ou fou. Ensuite, le nom. On n'a plus de nom quand on arrive dans un camp. C'est terminé, on porte un numéro matricule. On ne doit jamais être appelé par son nom. À Auschwitz, qui est le seul camp à être à la fois extermination et concentration, les déportés ont leur numéro matricule tatoué sur le bras. Je n'étais pas à Auschwitz, c'est pour ça que je ne suis pas tatouée, mais on porte l'inscription de ce qu'on est, plus son numéro matricule. Ça se porte sur la poitrine, sur la cuisse et parfois dans le dos. Donc le chef sait exactement qui on est. Plus de nom, numéro, matricule. Ensuite, une chose qui va vous sembler bizarre, mais qui à l'époque est difficile, maintenant avec la mode des cheveux ras, quand on arrive dans un camp, immédiatement, on vous tond.
Déjà, à l'époque, pour un homme, c'est dur parce que ne sont tondus à cette époque-là que les bagnards. Or là, donc on tond tous les hommes, mais on tond toutes les femmes. Et la mode dans les années 40, c'est d'avoir des beaux cheveux bouclés, gonflés, pendants, comme ça, magnifiques. Vous n'imaginez pas ce que c'est pour une femme quand elle voit ses cheveux par terre. On ne vous tond pas que la tête, on vous tond sous les bras évidemment, mais également le pubis. Et ça n'est pas seulement pour l'époux. Et là, je vais m'adresser aux filles particulièrement au sujet de la déshumanisation. On nous fait souvent mettre nus, très souvent, parce qu'être nu devant un gardien en uniforme, c'est déjà être abaissé. Or, vous imaginez 100 ou 200 femmes nues au garde à vous. Elles n'ont plus de cheveux, elles n'ont même plus de poils. C'est plus les femmes. Voilà. Il y a tout un tas de degrés dans cette déshumanisation. La langue, on n'a plus le droit de parler sa propre langue, il faut automatiquement parler la langue du maître, parce que les ordres viennent, et si on ne répond pas au quart de tour à l'ordre, on est évidemment immédiatement battu. Autre déshumanisation, la crasse. Nous sommes sales. Nous avons une douche quand nous arrivons au camp. C'est une douche de désinfection parce qu'ils ont très peur des microbes. Cette douche, soit dit en passant, il faut vous montrer jusqu'où va le degré du sadisme. Par exemple, la douche, elle est toujours absolument bouillante, à hurler. On ne peut pas tenir dessous. Ou alors elle est glacée. Et autre chose, on n'a pas de savon, mais on n'a pas de serviette. Alors vous imaginez un petit peu ce que c'est. Par moins 10 degrés, sortir de la douche trempée et enfiler son vêtement sur sa peau trempée. Eh bien, au bout de quelque temps, vous avez des glaçons. Et quelquefois ça dure 3 jours, 4 jours. S'il fait mauvais temps, si on reçoit la pluie, on n'est jamais sec. Ça, c'est une des choses terribles qui soit. L'être humain, il n'est pas comme un animal qui peut supporter d'être mouillé. On ne peut pas. Alors, on est sale puisqu'on ne se lève jamais. Une brosse à dents, ça vous semble simple, mais une brosse à dents pour un déporté, ça n'existe pas. On est dégoûtant parce qu'on n'a qu'un vêtement, parce qu'il est taché, il est déchiré d'ailleurs, parce qu'on n'a rien pour la laver, comme je vous ai dit, pas de savon. Et puis, on vit dans une telle promiscuité, je reprends ce mot du début, qu'on est sali par soi-même et par les autres. On sent mauvais. Un déporté est quelqu'un qui sent mauvais, qui sent vraiment la crasse et la merde. Nous sommes répugnants. Nos gardiens nous traitent de Schwein, cochon, Schweinerei, cochonnerie, saleté. C'est vrai, nous sommes sales. Ça, c'est une déshumanisation. Autre déshumanisation, les coups. Taper sur les gens. Nous sommes constamment battus à coups de goumis, à coups de fouet, à coups de bottes. Pour tout. Pour aller à la distribution de soupe, on nous tape dessus. Pour aller au travail, on nous tape dessus. Ça aussi, c'est une déshumanisation. Mais la plus terrible des déshumanisations, c'est la faim. Il faut que vous sachiez ce qu'on mange. Le matin, on a un jus, c'est-à-dire une boisson marronasse, tiédasse, qui est faite avec des glands et des betteraves fourragères. À midi, on a une soupe de rutabaga, le gros rutabaga des bestiaux, qui n'est ni épluché ni lavé et qui porte ses racines. Cette soupe, elle craque entre les dents, et on n'a que ça. Et cette soupe, elle donne de la dysenterie, c'est-à-dire une diarrhée mortelle, souvent, qui donne de grandes douleurs dans le ventre. Et le soir, on a un morceau de pain. C'est le même pain dans tous les camps. Il est carré, il est dur, il est mal cuit, donc il est vert à l'intérieur. Mais lui aussi, il donne la dysenterie. Mais les premiers temps, on a une petite rondelle de saucisson ou un petit morceau de margarine. Après, on ne l'a plus. Même à la fin, il y a des camps où ils n'auront même plus de pain. Nous, je me souviens que nous avons eu du pain jusqu'à la fin. Il a été compté, coupé avec un double décimètre. À la fin, nous avions 2 cm de pain par semaine. Lorsque vous voyez des photos de déportés
qui reviennent en 45. Un homme qui fait 1m75, 1m80, s'il pèse 30-35 kilos, c'est bien normal. Dans un camp, on meurt de faim. Mais mourir de faim, ça fait mal. Il faut savoir qu'avoir faim, ça fait mal. C'est un appareil digestif qui travaille dans le vide. Ça fait mal au point que je me souviens un jour, moi, je me roule par terre et je crie « Maman, j'ai faim, maman, j'ai faim !» Je voulais qu'elle le sache. C'est épouvantable d'en arriver là. Mais je voulais qu'elle sache que l'enfant qu'elle avait mis au monde avait faim, car une mère, ça ne met pas son enfant au monde parce qu'il ait faim. Ma pauvre mère qui me donnait déjà la moitié de sa soupe. Cette faim est horrible. Non seulement elle fait qu'on a mal, mais elle fait qu'on vide sa tête. On ne pense plus qu'à manger. Et c'est là qu'arrive cette déshumanisation. Le loup qui sort du bois, il ne pense qu'à manger. Le déporté, il en est là. Il ne pense qu'à manger. J'ai faim, j'ai faim. On ne pense qu'à ça. Tous les déportés vous diront qu'ils ont vu des camarades se battre pour une épluchure. Oui, on en arrive là. C'est abominable, la faim. Alors, je vous ai parlé DSS, je vous ai parlé de la déshumanisation. Maintenant, je vais vous dire comment se passe une journée dans un camp de concentration. Le matin, on se lève tôt, entre 3h30 et 4h30, et on boit le jus dont je vous ai parlé. Et puis, on va à l'appel. 1, 2, 3, 4, 5. Tous les camps ont ce qu'on appelle la place d'appel. C'est une grande place sur laquelle on doit se retrouver tous les matins. On se compte par baraque, par 5. Un appel normal dure 2 heures. Il va toujours durer plus longtemps. Pourquoi? Parce que d'abord, on se trompe. On se trompe parce qu'il y en a qui sont mortes dans la baraque au moment de partir et on ne s'en est pas aperçu. On se trompe aussi parce qu'il y en a qui sont tombés entre la baraque et la place d'appel. Et là aussi, on ne s'en est pas aperçu. Surtout s'il y a 1 mètre de neige et qu'elles sont tombées dedans. À l'appel, il y en a donc qui tombent et on n'a pas le droit d'y toucher. Un jour, maman est tombée devant moi. Elle ne bougeait plus. Elle avait la peau qui devenait verte. Et j'ai dû attendre 2 ou 3 heures, je ne sais plus, la fin de l'appel pour savoir si elle était morte ou vivante. On n'a pas le droit d'y toucher. Je vous rappelle que l'Allemagne, c'est un pays à climat continental. C'est-à-dire que l'été, il fait très chaud, on n'a pas de crème, on n'a pas de chapeau de paille. Quand on sort de l'appel, on a la peau cloquée. L'hiver, il fait -10, -20, -30. Des fois, on se dit, mais comment j'ai tenu? Avec de la neige jusqu'aux genoux. Quand on quitte la place d'appel, on a l'impression qu'on va perdre ses orteils, ses doigts, son nez. Quand l'appel est terminé, on part au commando de travail. C'est toujours pareil. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive au commando de travail et on travaille toute la journée, 12 à 15 heures, avec juste un petit arrêt d'1 quart d'heure à midi pour cette soupe de rutabaga dont je vous ai parlé. Alors ceux qui ont la chance d'avoir réussi à garder une gamelle ou une écuelle suspendue à la taille par une ficelle, tant mieux. Ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, la soupe viendra dans des espèces de cuvettes. On l'appera comme un animal et on passera aux voisins. On se remet au travail jusqu'au soir. Et le soir, on refait les rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Mais là, il faut ramener les morts de la journée. Parce que, comme je vous ai expliqué, il n'y a pas de four crématoire au commando de travail. Or, il faut les brûler, les corps. Et même si ces corps sont d'une maigreur squelettique, pour nous qui sommes aussi maigres, c'est terriblement lourd à porter. On revient au camp, on les met sur la charrette aux morts, qui va les conduire vers le four crématoire, et on reprend un appel. 1, 2, 3, 4, 5. On n'en peut plus. Il y en a beaucoup qui vont tomber à ce deuxième appel. Après le deuxième appel, on a droit au dîner, le morceau de pain que je vous ai décrit, et ensuite on va dormir. Qu'est-ce que c'est dormir dans un camp? C'est mal dormir. Dans les baraques, ce sont des sortes de grands chalits
Suivant les camps, c'est en bois ou en béton. Ça a 3 ou 4 hauteurs. C'est comme des niches, on ne peut pas se soulever. Quand on voit une photo, on voit juste la tête du déporté dans sa niche. Suivant les camps, il y a un peu de paille souillée, ou il n'y en a pas. Suivant les camps, on a droit à une couverture pour 2 ou une couverture pour 5. Pas de couverture. Suivant les camps, on est obligé, selon la cruauté du chef de camp, de se mettre nu. Les baraques ne sont pas chauffées. Ou on doit garder son vêtement, on n'en a qu'un, il est répugnant, bien entendu. Alors la nuit se passe mal. Il y en a qui crient, il y en a qui geignent, il y en a qui pleurent, comme des enfants. On voit des hommes, des femmes de 30 ans qui pleurent, qui sanglotent comme des petits bébés parce qu'ils n'en peuvent plus. Et puis le lendemain, tout recommence. Je vais rester à Bergen-Belsen un an. Qu'est-ce qu'il se passe pendant ce temps-là dans l'Europe? Eh bien, à l'Est, les Russes ont repris des forces, ils s'approchent, ils ont vaincu les Allemands à Stalingrad et ils viennent. De l'autre côté, en 1944, les Anglo-Américains ont débarqué et ils s'approchent. Au fur et à mesure de l'avancée des Alliés à l'Est et à l'Ouest, les SS évacuent les camps qui se trouvent près des lignes de front vers l'intérieur du Reich. Les déportés sont mis sur les routes ou transportés dans des wagons de marchandises, sans vivres, en haillons, exposés aux rigueurs de l'hiver. Pendant ces marches de la mort, des dizaines de milliers de déportés meurent d'épuisement, de faim, de froid. Lorsqu'ils tombent, ils sont abattus par les gardiens d'une balle dans la tête. Bergen-Belsen devient l'un des principaux camps de regroupement. C'est par ces déportés squelettiques, qui viennent de camps comme Auschwitz ou Buchenwald, que les prisonniers de Bergen-Belsen apprennent ou se voient confirmer l'existence de chambres à gaz. Dans ce mois de janvier 1945, où nous avons l'impression d'avoir atteint le fin fond de l'horreur, un matin, nous allons voir pire que nous. En sortant de la baraque, de l'autre côté du barbelé, il y a là un groupe. C'est probablement des femmes puisqu'elles ont des jupes, mais elles n'ont plus rien de féminin. D'abord, elles n'ont plus de cheveux. En plus, elles sont d'une maigreur à côté de la nôtre. C'est pire. Elles sont plus blessées que nous, plus abîmées que nous. Elles ont l'air plus épuisées que nous. Et ces femmes, beaucoup n'ont pas de souliers, pieds nus dans la neige. Et nous saurons après qu'elles n'ont même pas de culotte. Et ce jour-là, il doit faire moins 15 ou moins 20. Nous sommes horrifiés de ce que nous voyons là. Nous pensions qu'il n'y avait pas pire que nous. Alors nous nous approchons du barbelé et nous crions « Est-ce qu'il y en a parmi vous qui parlent le français ?» Il y a quelques mains qui se lèvent. « Mais d'où venez-vous » ? « Nous venons d'Auschwitz. Qu'est-ce que c'est ? Un camp d'extermination, chambre à gaz. Et nous, qui sommes déportés depuis 8 mois, c'est à ce moment-là que nous allons apprendre qu'il y a donc des camps pires que le nôtre, des camps où l'on mourait dès l'arrivée. C'est pour nous une révélation terrible. Et nous crions « Il y en a parmi vous qui étaient à Drancy ?» Oui, il y a quelques mains qui se lèvent. Alors nous allons lancer des noms de gens que nous avons connus à Drancy. Et chaque fois que nous lançons un nom, la réponse est la même « Mort, mort, mort ». Or, moi, à Drancy, il m'est arrivé une aventure extraordinaire. Je vous l'ai raconté à Drancy pour la propagande. Les Allemands avaient fait installer une petite salle des fêtes. Et les enfants, on nous avait fait monter un petit ballet. Nous étions en couple. Moi, on m'avait mise avec un garçon qui avait 1 ou 2 ans de plus que moi, qui s'appelait Guy. Et ça semble extraordinaire ce que je vais vous dire là. Guy et moi, dans le camp d'internement de Drancy, nous étions devenus amoureux l'un de l'autre. Dans mon souvenir, il était très beau, bien entendu, puisque je l'aimais. Mais je me souviens que nous nous regardions dans les yeux l'un de l'autre, que nous nous tenions par la main et que nous nous disions « Tu sais, quand tout ça sera terminé, que nous aurons retrouvé la liberté, eh bien, nous nous retrouvons nous aussi tous les deux. »
Et puis un jour, Guy est parti, et je n'en ai plus jamais entendu parler. Alors devant ces femmes, dont quelques-unes viennent de Drancy, je me dis, il y en a peut-être une qui saura. Je m'approche du barbelé et je crie « Et Guy !» Enfumé. J'ai dit « Vous voulez dire qu'on l'a brûlé ?» « Oui, tous les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans. » Et c'est ainsi que j'apprends que Guy a fait partie de ces lots d'enfants qui ne reviendront pas. Fin de mon premier amour. Avec l'arrivée massive des déportés des autres camps, l'enfer de Bergen-Belsen commence. Les baraques surpeuplées, la nourriture insuffisante puis inexistante, les épidémies, notamment le typhus, font du camp un véritable mouroir. Environ 35 000 personnes y meurent entre début janvier et mi-avril 1945. Des milliers de cadavres gisent dans le camp, parfois entassés les uns sur les autres. Ce camp qui avait été fait pour 7 à 8 000 personnes, au printemps 1945, il sera rempli de 70 000, 75 000, 80 000 personnes. On ne le sait pas exactement, mais plein. Les baraques explosent, il n'y a plus de place. On sera donc obligé de supprimer l'appel de façon à mettre tous les arrivants sur la place d'appel. Si vous regardez bien la météo, vous verrez que Hanovre, qui est vers le nord de l'Allemagne, c'est près de Hanovre que se situe le camp de Bergen-Belsen. Hanovre est une ville où il pleut et il fait froid. Et tous ces gens survivants des autres camps qui vont être là sur la place d'appel, ils vont y crever. Il n'y a pas d'autre mot. Ils vont crever là, dehors. Si l'on me demande de décrire mon camp, là, au printemps 1945, j'ai 11 ans. Je dirais, vous avez tous vu une décharge publique. C'est sale, ça sent mauvais, il y a des canettes, des bouteilles. Mon camp, c'est ça. Une décharge publique, c'est sale, ça sent mauvais, mais au lieu des canettes et des bouteilles, il y a des corps. Des corps. Il n'y a plus que ça, des corps. Nous, les survivants, nous vivons au milieu des corps, au point qu'il y a des jours, on en est à se dire, est-ce que je suis vraiment encore vivante ou est-ce que je suis déjà un mort vivant? Nous vivons là-dedans, nous devons les enjamber pour aller aux latrines. La plupart du temps, nous n'avons plus le temps d'aller aux latrines, il faut le savoir aussi, car la dysenterie nous tient et qu'avec la dysenterie, on se vide. Vous n'imaginez pas ce que c'est, quand on est un être humain, que de se vider en marchant. Quelle déshumanisation, quelle humiliation horrible. Alors, il y a des moments où on se dit, on ne tiendra pas. C'est pas possible. On mourra avant que les libérateurs n'arrivent. On va crever là comme tous ces cadavres. Or, je vais vous dire une chose, les adolescents, que je trouve très importante. Quand on sent qu'on va mourir, qu'on n'en peut plus, qu'on n'a plus de résistance en soi pour tenir, il y a toujours une camarade, un camarade pour vous dire « tu dois tenir ». Écoutez bien, c'est une petite leçon de morale, mais je la fais toujours. Vous êtes des ados. Et malheureusement, l'adolescence n'est pas à l'abri des épreuves. Je suis persuadée qu'il y en a parmi vous qui ont déjà eu des épreuves, et peut-être des épreuves difficiles à surmonter. Vous en aurez d'autres. La vie, c'est ça, c'est une succession d'épreuves, les unes après les autres. Vous devez, absolument, vous répéter le mot des déportés. Tu dois tenir. Et dites-vous bien qu'après une épreuve terminée, il en vient un autre. Mais dites-vous bien aussi que lorsqu'on arrive à la fin de sa vie, qu'on est une vieille dame comme moi, on se dit que malgré les épreuves, ça valait la peine. Je veux absolument que les adolescents sachent que la vie, c'est beau. C'est quelque chose de merveilleux, la vie. Je sais qu'il y a, malheureusement,
parmi les adolescents, quelquefois des pulsions suicidaires. Ça n'est pas possible d'admettre cela. Car la vie, c'est tellement beau. Ça vaut tellement la peine. Vous n'imaginez pas ce que c'est que d'ouvrir sa fenêtre sur un ciel bleu. Et même s'il est gris, c'est beau aussi, n'est-ce pas? T'es d'accord? Alors, on arrive là, à la fin de la guerre, on le sent bien, puisqu'il y a tellement et tellement de déportés qu'on nous amène. On le sent aussi à d'autres choses. Par exemple, nous voyons les avions américains passer au-dessus du camp. Ils viennent bombarder l'Allemagne, ils jettent des fusées éclairantes aux quatre coins du camp pour ne pas le bombarder. Et puis nous entendons le canon. Alors le canon s'approche, au point que on se dit, mais alors la liberté est là. Eh bien non, pas pour nous. Pas pour nous parce que nous sommes des otages. Et qu'un otage, comme je vous l'ai dit, c'est une marchandise. Et quand le canon est si proche, eh bien nous, les otages, on nous sort du camp et on nous met dans un train. Avant de partir, on nous a donné à chacun 2-3 têtes de rutabaga, un morceau de pain, et c'est tout. Au bout de quelques jours, car ce périple va durer 15 jours, 3 semaines, nous n'aurons plus de rutabaga, plus de pain. Alors quand le train s'arrête, si c'est possible, nous allons cueillir des orties. Avec 2 cailloux, nous faisons un petit feu et nous mangeons nos orties cuits. Puis de temps en temps, le SS passe, donne un bon coup de pied dans les cailloux et ce jour-là, nous ne mangeons même pas d'orties. Pour boire, si le train s'arrête près d'un ruisseau, nous buvons l'eau de ruisseau. Si le gardien ne dit rien, nous allons vite nous déshabiller et nous épouiller comme des bêtes. Si nous sommes loin d'un ruisseau, nous buvons l'eau des flaques. Nous aurons de plus en plus de morts dans ce train. Je dis toujours que le petit poussé, on le suivait en suivant les petits cailloux. Nous, on peut nous suivre le long du ballast en suivant nos corps, puisqu'au fur et à mesure, nous jetterons les corps. Un jour que le train est arrêté et que nous, les enfants, nous n'en pouvons plus de faim. Je me souviens que je disais à maman, j'ai mal, maman, j'ai mal, j'ai mal. Quelques-unes de nos mères ont décidé de descendre si le gardien ne dit rien et d'aller voir dans le champ le plus proche si les paysans allemands n'avaient pas oublié quelques patates. Ma mère a fait partie de ces femmes-là. Quand on a sifflé le départ du train, elle n'était pas remontée. Et moi, je dis que c'est le moment le plus épouvantable de ma vie. Je dis qu'un enfant peut tout supporter lorsqu'il a ses parents. Je n'ai plus maman et je ne suis plus rien. J'ai tenu et là c'est fini. N'ayant plus maman, je n'ai plus envie de tenir. Je me souviens que je regardais les camarades et je disais, vous pouvez toutes crever maintenant, vous pouvez toutes crever, je m'en fiche, je n'ai plus maman. Et je courais d'un bout à l'autre de ce wagon qui était devenu quasiment vide puisqu'on avait eu tellement de morts qu'on avait jeté. Je glissais dans cette mer de liquide qui était là et je criais « Maman, maman, maman !» Et puis j'ai retrouvé ma mère. Un miracle de plus dans ma vie. Ce qui s'était passé, c'est que elle était tombée et elle essayait vainement de se redresser, mais elle était tellement épuisée à l'époque qu'elle n'y arrivait pas, devant 2 SS d'ailleurs qui s'amusaient beaucoup à la regarder. Et heureusement, 2 ou 3 camarades s'en étaient aperçus et en la tirant par les bras, ont réussi à la hisser dans le dernier wagon au moment où le train démarrait. Donc je n'ai pas pu la retrouver tout de suite. Il a fallu attendre l'arrêt d'après, je ne me souviens plus combien de temps. Mais j'ai retrouvé maman. Et puis le train a roulé toujours. Et un soir, le train s'est arrêté. Ce jour-là, il n'y a pas eu les batailles auxquelles nous avions assisté pendant les 15 jours de voyage, c'est-à-dire tantôt des batailles dans les airs, tantôt des batailles de chars ou des batailles d'artillerie qui empêchaient toujours le train de partir et qui l'obligeaient à rebrousser chemin. Ce soir-là, le train s'est arrêté dans une sorte de calme. Nous avons à peu près dormi. Et le lendemain matin, j'ai appris 2 choses. La première, c'est qu'à la fin des fins, je devais mourir. Et la deuxième, que j'étais libérée.
Le 15 avril 1945, Bergen-Belsen est libéré par les Anglais. Comme dans de nombreux camps, les Alliés obligent les SS à rassembler les corps des déportés dans les charniers. Ils contraignent les habitants des villes environnantes à venir dans le camp, s'incliner devant les victimes et apporter des soins aux survivants. 6 jours plus tôt, les Allemands ont fait partir 3 trains d'otages pour Theresienstadt. L'un d'entre eux ne parvient pas à passer les lignes de combat et dérive sur les voies pendant près de 2 semaines. Les Allemands décident alors de tuer les otages en faisant sauter le train sur un pont miné. Donc ils ont fait miner un pont sur l'Elbe, qui était le fleuve qui passait là. Nous devions faire rouler le train sur le pont. Quand nous dissurions, tout devait sauter, et nous avec. Et au moment où ça devait être fait, les troupes russes sont arrivées. J'ai donc été libérée à 80 km au sud de Berlin par les soldats soviétiques. Ça a l'air un peu d'un conte de fées puisque j'ai été libérée par des soldats à cheval, ça existait encore à l'époque, avec leurs belles blouses russes froncées dans le gros ceinturon et leurs chapeaux de fourrure. 23 avril 1945, cela faisait exactement 3 ans que j'avais été attrapée. 3 ans dans une vie d'enfant, c'est beaucoup. Je n'avais pas vu mon père depuis 6 ans. Et je ne vais plus voir ma mère pendant 2 mois, puisque le lendemain de notre libération, c'est là que se déclarera son typhus, et qu'elle partira à l'hôpital militaire russe. Je la retrouverai au bout de 2 mois, folle, à cause du typhus. Alors qu'est-ce que c'est qu'une libération? Il ne faut pas s'imaginer que tout va bien. Non. Le déporté, il arrive d'ailleurs qu'un déporté ne se rende même pas compte qu'il est libéré. Il est tellement hébété par la souffrance qu'il ne le comprend pas. Il y a des libérateurs qui racontaient après la guerre, nous leur avons dit, sortez de la baraque, vous êtes libres. Et ils ne bougeaient pas, ils ne comprenaient pas. Nous avons des amis qui vont mourir le jour même de notre libération, la nuit même de notre libération. Nous avions un amour de petite Josette que nous avions réussi à sauver tout le temps. Elle avait 4 ans. La nuit de la libération, elle est morte. Nous avons des camarades qui vont quelquefois mourir simplement d'avoir un petit peu mangé. Il aurait fallu nous réadapter comme des bébés, un morceau de pain un peu gros, quelque chose, et ils en sont morts. Beaucoup vont mourir de tuberculose, du typhus, de la suite des mauvais traitements. Ensuite, il faudra nous rapatrier. Ça a été très difficile, le rapatriement des déportés, parce que l'Allemagne est cassée, il n'y a plus de route. On s'est tellement battu partout pour la reconquête. Il n'y a plus de route, il n'y a plus de voie de chemin de fer, il n'y a plus rien. Les Alliés savaient qu'il y avait des camps de concentration, mais ils ne savaient pas qu'il y en avait autant, ils ne savaient pas qu'il y avait autant de déportés dedans, et surtout, ils ne savaient pas l'état dans lequel ils allaient nous retrouver. Or, les déportés que l'on trouve, ce sont des gens qui sont des cadavres qui marchent. Il paraît qu'on ne savait pas par quel bout nous prendre. Alors, il va falloir trier ces déportés, parce qu'il y en a de tous les pays du monde, ils ont été mélangés. Ça sera excessivement difficile, ça mettra des semaines, parfois des mois. Moi, je rentrerai dans ma patrie, qui est la vôtre, au mois de juin, c'est-à-dire 2 mois après ma libération. Et j'ai intitulé mes souvenirs « Une petite fille privilégiée ». On m'a quelquefois demandé, mais enfin privilégiée, c'est un mot ironique. Pas du tout. Je suis rentrée des camps alors que j'étais une enfant. Et comme je vous ai expliqué, un enfant juif ne devait pas sortir des camps. Et en plus, moi, j'ai retrouvé mes parents. Il y a eu des enfants juifs sauvés pendant la guerre d'une façon étonnante. Le pays de France, qui a été le pays le plus collaborateur avec ce régime de Vichy et Pétain de toute l'Europe, est paradoxalement le pays qui a sauvé le plus de juifs. Vous n'imaginez pas le nombre de familles qui ont pris un enfant. On ne pouvait pas sauver la famille entière, malheureusement, parce qu'il y avait la pénurie. Il fallait nourrir les gens. Il y avait des groupes de résistants qui allaient faucher des tickets d'alimentation dans les mairies pour les familles qui cachaient des enfants. Alors on arrivait à cacher un enfant, 2 enfants, mais pas plus. Mais vous n'imaginez pas le nombre de familles qui ont risqué l'internement, la déportation,
pour cacher des enfants juifs. Or, je suis privilégiée parce que j'ai retrouvé mes parents. Et ces enfants-là ne les retrouvaient pas, leurs parents étaient déportés. Et s'ils en retrouvaient, ils en retrouvaient un. Moi, je suis en vie et j'ai retrouvé mes 2 parents. Je m'arrête là de mon histoire. J'attends vos questions. Et comme je dis toujours dans toutes les écoles, il n'y a pas de questions indiscrètes. Je suis là pour répondre à tout. Merci de m'avoir écouté avec autant de gentillesse, avec des regards aussi sympathiques, je dirais presque tendres. Pour vous, qu'est-ce qui a été le plus humiliant? C'est d'être enfermé dans un camp gardé par les soldats français, ou alors être envoyé en Allemagne dans un camp d'extermination? Alors, pour moi, c'est pas tellement une question d'humiliation, c'est une question de patriotisme. Car nous étions excessivement patriotes. Nous aimions notre patrie. Nous nous étions tous battus pour elle. J'avais eu un grand-père en 14, un arrière-grand-père en 70. Et en remontant bien, j'ai même des cousins dans les armées napoléoniennes. Donc notre patrie, nous y tenions. Et ma mère, pour répondre à ta question, ma mère a eu une phrase que je trouve tout à fait remarquable. Au moment où notre train a franchi la frontière et passé en Allemagne, elle a dit, s'adressant à tout le monde, « Les amis, ça sera moins dur sur le sol d'un ennemi. Être prisonnier chez soi, ça, c'est pas supportable. » Évidemment que nous ne savions pas ce qui nous attendait pour qu'elle ait dit ça. Voilà. Est-ce que vous saviez si dans les villages, ils savaient l'existence des camps de concentration à côté Toute l'Allemagne était au courant. Il y avait plus de 1500 lieux de concentration en Allemagne, et puis tous ces camps avaient des commandos de travail. Tous les Allemands savaient qu'il y avait des camps. Quand des camps étaient près des villages, on sentait l'odeur de chair brûlée dans tous les villages allemands, puisque les fours crématoires n'arrêtaient pas de brûler, sans arrêt. D'autre part, on nous voyait passer. Quand on traversait un village pour aller travailler au commando de travail, on voyait passer ces pauvres gens qui n'en pouvaient plus, qui étaient gardés par des hommes armés et par des chiens. Alors de temps en temps, il arrivait qu'il y ait des haut-parleurs qui crient dans les villages « Rentrez chez vous, les bandits passent !» parce qu'on leur disait que nous étions des bandits. Mais ils nous voyaient. Et il y avait des enfants qui étaient même très bien dressés puisqu'ils nous jetaient des pierres ou ils nous crachaient dessus. Tous les anciens déportés qui partaient en commando peuvent le raconter. Les Allemands savaient tous ce qui se passait. Quand vous êtes rentré à Paris, vous avez tout de suite pu retrouver un rythme de vie normal ou au contraire vous avez tellement été choqué par les événements? Alors est-ce qu'en rentrant à Paris, j'ai retrouvé un rythme de vie normal ou le contraire? Quand je reviens à Paris, j'ai 12 ans. Ça fait 3 ans que je ne suis pas allée à l'école. Il faut donc que j'entre en 6e. Ça n'était pas simple parce que mes camarades faisaient les blagues que vous faites tous, qui n'étaient plus les miennes. Je riais pour qu'on ne me mette pas à l'écart, mais ça ne me faisait pas rire parce que j'avais vieilli prématurément. Et surtout, quand une fille de ma classe perdait un membre de sa famille et qu'elle pleurait, moi, j'arrivais pas du tout à comprendre ça. Pleurer pour un mort, mais qu'est-ce que c'est que ça, pleurer pour un mort? Moi, j'avais vécu au milieu des morts, et les morts, c'était mon quotidien. Il a fallu que j'attende l'âge de 18 ans, c'est drôle, hein? L'âge de 18 ans, et j'ai perdu ma grand-mère. Et ma grand-mère était ma grande amie, ma grande confidente. De la perdre a été pour moi un choc terrible, et je me suis mise à pleurer. Et à ce moment-là, j'ai pensé, tiens, je suis en train de redevenir normale, puisque je pleure pour un mort. Et puis j'ai vu ma grand-mère qui avait l'air de dormir, comme n'importe quelle mort. Moi, j'étais habituée à voir des morts avec des têtes tellement torturées que, évidemment, c'était différent. Alors, la réadaptation de tous les jours a été évidemment difficile. Je vous rappelle que nos appartements étaient vidés. Le nôtre était occupé par un collaborateur qui ne voulait pas partir sans qu'on le paye. C'était compliqué, la libération. Les choses se faisaient mal. On n'avait pas d'argent pour le payer.
Donc on a été obligé d'emprunter, on n'est pas question qu'on fasse un procès, on n'a pas de quoi payer un avocat. On a emprunté de l'argent pour ce collaborateur qui finalement est parti, on a retrouvé notre logement. Mais on l'a retrouvé vide. Et moi j'étais fille unique, j'avais donc une chambre pour moi toute seule. J'ai retrouvé cette chambre totalement vide. Mes bouquins, mes vêtements, mes poupées, les cadeaux des grands-parents, tout était parti. Et évidemment que ça a l'air bête par rapport à ce que j'avais vécu avant, mais ça n'empêche que c'est difficile de se reconstruire dans une chambre où il n'y a plus rien. Ça, c'est pas facile. Est-ce que les Français connaissaient l'existence des camps d'internement, mais en France? Oui, bien sûr. Ceux qui étaient de la région, ils ne savaient absolument pas les camps dans les autres régions, sauf s'ils avaient de la famille dans les camps. Mais ceux qui étaient d'une région donnée le savaient. Un petit souvenir, au camp de Beaune-la-Rolande, il y avait des cultivateurs qui avaient réussi à soutirer littéralement 6 petits-enfants dont l'aîné avait 7 ans et qui les avaient gardés et qui espéraient bien les garder cachés chez eux toute la guerre. Ils ont malheureusement été dénoncés. Il y avait, comme je vous ai dit, les abjects et les sublimes. Et ces petits-enfants ont donc été dénoncés. Ils sont arrivés au camp de Beaune-la-Rolande, encadrés par des gendarmes armés, les 6 petits bonshommes. Et il y en avait un qui avait dû se débattre, celui de 7 ans, l'aîné, puisqu'il était menotté. Mais on ne pouvait pas le menotter là. Ça glissait, il était menotté là. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, presque 60 ans après, vous avez la haine envers le peuple allemand? Ah, ben je l'attendais cette question-là. Est-ce que j'ai la haine contre le peuple allemand? Je n'ai pas de haine. La haine est pour moi un sentiment épouvantable qui mène forcément à la mort. Mais je pense que ta question va plus loin. Elle va jusqu'à est-ce que je pardonne ou non? Voilà. Alors, est-ce que je pardonne? C'est non. Et je vais m'expliquer. N'aurait-il brûlé vif qu'un bébé? Je ne peux pas pardonner. Mais il y a eu après la guerre quantité de procès faits contre les SS gardiens de camp. Chaque fois qu'on a pu en attraper, il y a eu procès. Procès bien faits, tout à fait logiques, normaux, avec des jurés qui n'étaient pas d'anciens déportés, justement. Or, tous ces SS, à chaque fois c'est la même chose, ne demandent jamais, jamais pardon. Il n'y en a jamais un pour dire « je regrette ce que j'ai fait ». Jamais. Au contraire, ils ont des phrases telles que « j'ai obéi aux ordres », ça c'est le grand truc, « j'ai obéi aux ordres », comme si on ne pouvait pas des ordres pareils ne pas y obéir. Et même certains disent « j'ai pas été au bout de mon travail, je me suis arrêté en route ». Or, de quel droit est-ce que moi, je pardonnerais à des gens qui ne demandent pas pardon pour ceux qui sont restés là-bas? Alors, si vous croyez à l'au-delà, eh bien, dans l'au-delà, ce sont ceux qui sont morts qui décideront s'ils veulent ou non pardonner. Moi, je ne me permets pas de pardonner. Si vous voulez, je peux vous lire une chose. Je pense que vous connaissez tous l'aspirine Bayer. Si vous allez à la pharmacie, vous pouvez acheter de l'aspirine Bayer. La firme existe toujours. Alors, pour vous donner un exemple de ce qui s'est fait dans les camps, voici les lettres du directeur de Bayer au directeur d'Auschwitz. On a retrouvé les lettres que, dans ce sens-là, les autres, ils les avaient brûlées. Monsieur le directeur du camp d'Auschwitz, en vue d'expérimenter un soporifique, vous serait-il possible de mettre à notre disposition quelques femmes? Et à quelles conditions? Toutes les formalités concernant le transfert de ces femmes seront faites par nous. Deuxième lettre. Nous accusons réception de votre lettre. Considérant le prix de 200 marks exagéré, nous offrons 170 marks par sujet, nous aurions besoin de 150 femmes. Troisième lettre. D'accord pour le prix convenu. Veuillez donc faire préparer un lot de 150 femmes saines que nous enverrons chercher très prochainement
4e lettre, nous sommes en possession du lot de 150 femmes. Votre choix est satisfaisant, quoique le sujet soit très amaigri et affaibli. Nous vous tiendrons au courant du résultat des expériences. 5e lettre. Monsieur le directeur, les expériences n'ont pas été concluantes. Les sujets sont morts. Nous vous écrirons prochainement pour vous demander de préparer un autre lot. Voilà, ça se passait comme ça. Ça, c'était le tout courant, vous voyez. Voilà, aussi simple que ça. Il n'y a plus de questions. Oui. Vous avez rencontré Guy dans les camps et est-ce qu'il y a eu d'autres points positifs? Est-ce qu'il y a eu des moments positifs dans les camps? Moments positifs, non. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que ça rejoint une question qu'on m'a posée un jour où on m'a dit Madame, est-ce que vous pouvez raconter votre plus beau moment des camps? C'est ça? C'est un peu ça. Alors, j'ai pour habitude de répondre à toutes les questions. Et la première fois qu'on m'a posé une question comme ça, Madame, est-ce que vous avez quelque chose, un beau souvenir des camps à raconter? Je suis d'abord restée bouche bée en me disant, un beau souvenir dans les camps, ça n'existe pas. C'est vrai, ça n'existe pas. Et pourtant, j'en ai un. Nous avons eu à Bergen-Belsen une naissance. Nous avions parmi nous une femme qui avait été arrêtée enceinte. Elle n'avait pas un bien gros ventre, autant vous dire, puisqu'elle n'avait pas à manger. Or, ma mère, elle avait réussi à garder 2 doigts de chocolat. Vous savez, 2 petites barres comme ça. Donc, au moment de l'accouchement de cette camarade, maman me dit « Francine, si tu veux bien, petit bout de chocolat. Je vais aller le porter au revoir à notre amie. Accoucher représente un gros effort. Si je lui donne le petit bout de chocolat, peut-être qu'elle ne mourra pas. Car il faut que vous compreniez, la faim est telle dans un camp qu'un petit bout de chocolat peut suffire à sauver quelqu'un. » Et ma mère me dit alors écoute, peut-être qu'elle ne mourra pas en accouchant et je vais lui donner le chocolat. Or, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans notre histoire. Les Allemands ne savaient pas qu'elle avait accouché. Ça s'était passé en cachette. Elle n'avait rien, évidemment, pas de vêtements. Elle était maigre, elle n'avait, comme les femmes déportées, plus de poitrine. Vous savez, les femmes déportées avaient des seins, c'était plus rien. Donc elle avait le dos comme ça et la poitrine creuse. On a coincé le bébé là sur sa poitrine. On a quêté chez nous toutes un bout de tissu, un ourlet de la robe, n'importe quoi. Et on l'a emballé comme ça, le bébé. On l'a attaché, noué sur la poitrine de sa mère. Pour le nourrir, on avait une camarade à laquelle on a donné des cuillères de soupe et qui est allée voler un peu de lait condensé dans les bureaux des SS. Et les premiers jours, on a donné le lait condensé au bébé. Pas du lait condensé, du lait en poudre, je dis des sottises. Et puis après, elle a fait comme les mamans qui étaient à Ravensbrück avec leur bébé. Elle mâchouillait son rutabaga, et quand elle avait bien mâchouillé son rutabaga, elle le glissait dans le bec du bébé. Cela a duré 6 mois. Pendant 6 mois, ce bébé n'a jamais pleuré. Il est resté ficelé. Elle allait à l'appel, elle allait au commando avec le bébé ficelé, sa blouse dessus. Les Allemands ne s'en sont pas aperçus. Au bout de 6 mois, elle a détaché tout ça, c'était répugnant, ça puait, vous n'imaginez pas. Mais l'enfant a crié. C'était là sa naissance. Donc notre amie est rentrée en France avec ce bébé malingre. Il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. J'ai fait une petite réunion, j'ai organisé ça avec mes camarades, au sujet des psys. Nous avons réuni des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres, pour parler justement des déportés et de ce qui serait passé si nous en avions eu. Et il y a une dame qui est arrivée de Marseille, une belle femme, et qui a dit, avant de commencer, je voudrais prendre la parole, parce que j'ai quelque chose à donner à Francine. Elle a sorti de sa poche
un petit morceau de chocolat. Elle me l'a tendu et elle m'a dit « Je suis le bébé ». C'est pas extraordinaire? Ah, il y a une question. Quand vous allez en pèlerinage à Bergen-Belsen ou dans d'autres endroits, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Je ressens d'abord un immense bonheur parce que je suis en vie. Et je ressens en même temps une immense détresse en pensant à ceux que j'ai laissés. Et en même temps, une immense reconnaissance pour tous ceux qui œuvrent pour la mémoire. Et je dois dire qu'en Allemagne, il y a vraiment beaucoup de gens qui œuvrent pour la mémoire et d'une façon remarquable. Il faut bien savoir que ce qui a existé au temps du Reich n'avait jamais existé dans le monde avant. Malheureusement, depuis qu'il y a des hommes au monde, il y a des guerres, il y a des massacres. Depuis, il y en a eu aussi d'affreux qui, pour nous les déportés, sont épouvantables. Et c'est pour ça que nous tenons tellement à vous mettre en garde, à vous dire soyez des bons citoyens, mais soyez aux aguets, car ce qui a existé une fois peut recommencer. Pourquoi pas? Ça peut prendre une autre forme, mais ça peut revenir, donc il faut faire très attention. Je vous ai déjà dit, nous sommes pudiques dans nos témoignages. Nous ne vous racontons pas tout parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas nous décider à vous raconter. Mais ce qui s'est passé dans les camps nazis est quelque chose d'absolument unique dans l'histoire du monde. Et c'est atroce. Voilà ma réponse.